peux y aller, oui. Sous-titre Malenki. Dans la forêt? Dans la forêt. En ce moment même, en Russie, la raffinerie de pétrole d'Omsk est en feu. Elle est située à 2500 km de la frontière ukrainienne. Et c'était la seule grande raffinerie de pétrole que les forces armées ukrainiennes n'avaient pas attaquée sur le territoire russe jusqu'à aujourd'hui. En Sibérie, sans s'est dit pour la première fois, une alerte aérienne a été déclenchée à 3500 km à cause d'un raid de drones ukrainiens. Au Kremlin, ils ont annoncé une attaque contre la centrale nucléaire de Koursk. Et les forces de défense ukrainiennes ont ajouté qu'aujourd'hui, elles ont également porté une frappe massive contre le terminal pétrolier de Kertch en Crimée occupée, ainsi qu'attaqué 2 pétroliers en mer Noire qui tentaient d'apporter de l'essence sur la péninsule. Pendant ce temps, le commandant des forces des systèmes de drones des forces armées ukrainiennes, Madiar, a déclaré que rien que pour les 6 premiers jours de juillet, l'Ukraine avait frappé 37 infrastructures énergétiques en Crimée et dans le Donbass. Ainsi, l'Ukraine a frappé la Russie en réponse à ces attaques barbares contre Kiev. Donald Trump a reconnu aujourd'hui que la pression exercée par les forces de défense ukrainiennes sur la Russie fonctionne et, selon lui, Vladimir Poutine cherche tout de même des options pour entamer des négociations. Mais des sources ajoutent que dès demain, lors du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump et Volodymyr Zelensky discuteront de la manière dont ils peuvent encore faire pression sur le dictateur russe Vladimir Poutine, pour qu'il mette enfin fin à la guerre. Mais il semble que le Kremlin soit prêt à continuer à se battre. Les correspondants militaires russes ont commencé à écrire massivement sur la préparation d'une mobilisation de masse, et même sur la fermeture des frontières de la Russie dès le mois d'octobre, c'est-à-dire après les élections à la Douma d'État. Mais certains experts reconnaissent aussi que les rumeurs sur la mobilisation en Russie pourraient simplement masquer un chantage envers l'Union européenne et l'OTAN. Je suis Oleg Alexei Petchi. Discutons de ces sujets. Voici une brève introduction. Analysons chaque nouvelle en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Mince, ils sont même venus jusqu'à nous. J'espère qu'ils ne viendront plus. Ça pète vraiment fort ici. Je venais justement d'arriver. L'explosion était très violente et effrayante. À partir de ce moment, il ne reste officiellement plus aucune grande raffinerie de pétrole en Russie qui n'ait pas été attaquée par les Ukrainiens. Le lundi 6 juillet, dans la journée, des drones ukrainiens ont attaqué la raffinerie de pétrole d'Omsk, la plus puissante de Russie et la dernière des grandes raffineries qui n'avait pas encore été endommagée par les raids de drones ukrainiens. C'était ce géant qui, d'une certaine manière, compensait le déficit de carburant en Russie après les frappes contre les autres raffineries de pétrole du pays. Mais maintenant, lui aussi a finalement été frappé. Et ce qui est intéressant, c'est que les analystes au Zint écrivent qu'il semblait évident que la prochaine cible serait précisément la raffinerie de pétrole d'Omsk, car c'est la seule qui n'avait pas encore été attaquée. Et il semblerait que cette usine devrait être protégée au maximum. Mais lorsque les drones y sont arrivés, il s'est avéré qu'il n'y avait pratiquement aucune protection. D'ailleurs, cela indique que Poutine a d'énormes problèmes avec les systèmes de défense anti-aérienne. Il est important de préciser que la raffinerie de pétrole d'Omsk se trouve à des milliers de kilomètres de la frontière ukrainienne. Une frappe a été enregistrée sur le territoire de l'usine, provoquant un incendie de grande ampleur. Et maintenant, attention à la cible. Les drones des forces spéciales des forces armées ukrainiennes ont parcouru jusqu'à 3000 km, je parle de toute la trajectoire de leur parcours. 3000 km. C'est la frappe de plus longue portée, la plus en profondeur sur le territoire russe depuis le début de l'invasion à grande échelle des Russes en Ukraine. Selon le directeur de la société Fairpoint, Stillerman, les soldats ukrainiens ont frappé avec des drones FP incapables d'atteindre des cibles situées à 3400 km de la frontière nationale. L'usine d'Omsk est la plus grande raffinerie de pétrole de toute la Russie, capable de traiter près de 22 millions de tonnes de pétrole par an.
Elle possède l'un des taux de conversion les plus élevés de la Fédération de Russie, environ 99%, ce qui en fait également l'usine la plus avancée technologiquement de tout le pays. L'entreprise joue un rôle non négligeable dans l'approvisionnement de l'armée d'occupation russe. L'usine produit du kérosène d'aviation, du carburant diesel, des essences de haut indice d'octane, ainsi que des lubrifiants et des produits pétrochimiques. De plus, il fait partie des 10 plus grands producteurs d'essence sur le territoire de la Fédération de Russie, et il était le dernier à ne pas avoir été touché. Eh bien maintenant, il l'a été. Après une première évaluation, les analystes OSINT indiquent que les drones ont atteint leur cible. À la raffinerie de pétrole d'Omsk, c'est l'unité de traitement primaire du pétrole brut qui a été touchée. AVT 11 d'une capacité de près de 8,5 millions de tonnes par an, qui assure environ 40% de la capacité de l'entreprise. De plus, il apparaît maintenant que l'unité AVT 10 a également été endommagée, ce qui signifie qu'en réalité, l'entreprise est déjà au bord de la fermeture. Selon des témoins oculaires, l'usine a été attaquée par 7 drones, et aucun d'entre eux n'a été abattu par la défense aérienne russe. Bien que le ministère de la Défense de la Russie ait déclaré que la plupart des drones avaient été abattus et que seuls leurs débris étaient tombés sur le territoire de l'usine. Mais les images des témoins oculaires ont enregistré précisément des frappes directes de drones et non de leurs débris. Sous-titres réalisés par Tam Ouge Ocean Mnogostalo. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous là, les gars? On est assises. Désolée pour celle qu'on a touchée. Dans la forêt? Oui, dans la forêt. Incroyable. Tu réfléchis, hein? Putain, l'usine fait un boucan là-bas. La frappe contre la raffinerie de pétrole d'Omsk a été la frappe la plus en profondeur d'une série de raids sur les raffineries qui ont fait chuter le raffinage du pétrole en Russie à son niveau le plus bas depuis le début des années 2000. Et les régions de la Kamtchatka à l'oblast de Kaliningrad ont été confrontées à une crise du carburant. En octobre de l'année dernière, la raffinerie de pétrole de Tyumen, située à 2000 km de la frontière, a été frappée. Au début de l'année 2026, c'est la raffinerie de pétrole d'Ukhta qui a été touchée. La distance là-bas est de 1750 km. En mai, la raffinerie de Kirishinefte Orgsynthes, dans la région de Leningrad, d'une capacité de 21 millions de tonnes par an, ont été attaquées. C'est-à-dire que c'est la deuxième plus grande après celle d'Omsk. En mai aussi, la raffinerie de Ryazan, d'une capacité de 17 millions de tonnes par an, a été attaquée. En juin, les frappes ont touché Nijni Novgorod Nefteorg-Synthèse de Lukoil, avec une capacité de 16 millions de tonnes par an, et Taneco. C'est la plus grande usine, Taneco. La raffinerie de Nijnekamsk produit 12,5 millions de tonnes. La raffinerie de Yaroslavl, qui occupe la 6e place en termes de capacité, a une capacité de 15 millions de tonnes par an. Elle a été attaquée en mai, puis de nouveau le 6 juillet. L'usine de raffinage de Volgograd, c'est 15 millions de tonnes par an. Elle s'est arrêtée le 1er juin, encore une fois suite à une attaque de drone. L'usine Permnefteorg-Synthèse à Perm a été endommagée à la fin avril, et elle est devenue célèbre pour sa pluie de pétrole, qui est tombée dans la région après l'incendie à l'usine de raffinage de pétrole de Moscou. Avec un volume de traitement de 12 millions de tonnes par an, elle s'est arrêtée en juin. Et sa réparation pourrait durer jusqu'en 2027, c'est ce qu'ont déclaré des sources de Reuters. Reuters, l'usine de raffinage de pétrole de Tuapse. Elle ferme ce top 10 en Russie. Elle détient le record du nombre de frappes subies. Et alors, elle a été attaquée 7 fois, au final après la frappe contre l'usine d'Omsk aujourd'hui.
Parmi les 10 plus grandes raffineries de Russie, il n'en reste pas une seule qui n'ait pas été attaquée cette année. Et comme vous pouvez le comprendre, ces attaques vont continuer. Et il est évident que tôt ou tard, toute l'industrie pétrolière de la Russie sera tout simplement anéantie, à moins que Poutine ne fasse preuve de bon sens et n'accepte d'entamer des négociations. Mais comme il s'est avéré, ce n'était que le début des attaques d'aujourd'hui, et la raffinerie de pétrole d'Omsk n'était qu'une des cibles. Dans la nuit du 6 juillet, les forces ukrainiennes ont également frappé le terminal Tessin, c'est l'un des plus grands complexes, pour le transbordement des produits pétroliers légers, en Crimée occupée. Comme l'a indiqué l'état-major général des forces armées ukrainiennes, l'entreprise gère la réception, le stockage et l'expédition de l'essence, du diesel et d'autres produits pétroliers, y compris pour les besoins des troupes d'occupation dans les régions du sud de l'Ukraine. Ce terminal se trouve à Kertch, et selon les informations du service de sécurité d'Ukraine, la frappe a endommagé un réservoir de produits pétroliers et une station de pompage. Je souligne qu'il s'agit de données obsolètes. Cette entreprise est capable de transborder jusqu'à 1,2 million de tonnes de produits pétroliers légers et 720 000 tonnes de gaz hydrocarbures liquéfiés par an. Ce sont des données qui ont été enregistrées avant l'occupation. En conséquence, les Russes ont tenté de moderniser cette entreprise, et très probablement les données actuelles indiqueront des volumes plus importants. C'est pourquoi l'arrêt de ce terminal est très risqué pour les Russes. En plus de cela, au SBU et à l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Ils ont annoncé des frappes réussies contre la raffinerie de pétrole Slavneft Yanos et contre la production en ligne à la station de répartition de Yaroslavl, ainsi que contre le terminal pétrolier du port maritime de Vysotsk et l'usine Novatek Ust-Luga dans la région de Leningrad. À Vysotsk, 2 postes de chargement de pétrole ont été mis hors service et 3 réservoirs de produits pétroliers ont été endommagés. Début juillet, l'état-major ukrainien indiquait que les frappes avaient mis hors service depuis juin. Environ 43% des capacités de raffinage pétrolier russe. Rien que le mois dernier, plus de 60 réservoirs de stockage de pétrole et de produits pétroliers ont été détruits ou gravement endommagés. De plus, aujourd'hui même, le commandant des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes, Robert Madiar-Brody, a déclaré que rien que depuis le début du mois de juillet, c'est-à-dire en 6 jours à peine, les drones ukrainiens ont frappé 37 infrastructures énergétiques en Crimée et dans le Donbass. À la suite de ces frappes, les soi-disant autorités ont reconnu un blackout total. Et je vais maintenant citer Madiar. Le disjoncteur de la Crimée a sauté pour la 38e fois en 6 jours de juillet sous les frappes des forces des systèmes sans pilote. Les occupants de la Crimée ont reconnu le blackout de toutes les villes et régions de la côte sud ainsi qu'à Simferopol. Du 1er au 5 juillet, les forces des systèmes sans pilote ont intensément mis hors service 37 sites énergétiques en Crimée et dans les territoires occupés du sud. Mais, et ce n'est pas tout. Dans la nuit du 6 juillet, des drones ukrainiens ont frappé 2 pétroliers transportant de l'essence en mer d'Azov, qui se dirigeaient vers la Crimée depuis la région de Taganrog. Il s'agit de pétroliers de la flotte de l'ombre, de type fleuve-mer, appelés Capitaine Barman et Sanar, 4 chacun transportant, selon le chef du SBS, 7000 tonnes de carburant. Et d'après la vidéo publiée, les drones visaient la passerelle de commandement des 2 navires. Et je rappelle qu'auparavant, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré que les besoins mensuels de la Crimée en essence s'élevaient à 70 000 tonnes de carburant par mois, c'est-à-dire environ 2300 tonnes par jour, et il avait promis d'assurer l'approvisionnement de la région. Et apparemment, cette tentative d'acheminer de l'essence en Crimée par des pétroliers était justement cette tentative d'organiser l'approvisionnement en essence de la Crimée. Mais on voit que son plan d'approvisionnement a échoué. Et cela ne s'est pas passé comme prévu. Et voilà. Que Kiev a
demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour y discuter des attaques russes contre des immeubles résidentiels à Kiev. Et donc, au Kremlin, ils ont compris qu'il fallait détourner l'attention de ce sujet par quelque chose d'encore plus retentissant. Et que lors du Conseil de sécurité de l'ONU, on ne discute pas des frappes sur les immeubles résidentiels, mais de quelque chose de plus effrayant. Mettons cela entre guillemets. Et donc apparemment, comprenant que même les attaques contre Kiev n'aident en plus à détourner l'attention des Russes des frappes sur le territoire russe et sur les territoires occupés de l'Ukraine, le Kremlin a inventé un nouvel épouvantail et une nouvelle tentative de détourner l'attention de nos partenaires occidentaux. Et en plus, dans le contexte où Kiev a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter des attaques russes contre les immeubles résidentiels à Kiev. Au Kremlin, ils ont compris qu'il fallait détourner l'attention avec un sujet plus retentissant pour que, lors du Conseil de sécurité de l'ONU, on ne parle pas des frappes sur les immeubles résidentiels, mais d'un sujet plus effrayant, mettons ce mot entre guillemets. Aujourd'hui, le directeur général de Rosatom, Daldo, le deuxième bloc énergétique en construction de la centrale nucléaire de Koursk 2 dans la ville de Kourtchatov. Ensuite, un drone a frappé la tour de refroidissement du deuxième bloc en construction de la centrale nucléaire de Koursk. La nuit dernière également, des drones ennemis ont été repérés dans les zones des centrales nucléaires de Leningrad et de Smolensk. L'industrie nucléaire de la Fédération de Russie subit les conséquences des attaques des forces armées ukrainiennes. Et voilà que le gouverneur de la région de Koursk, Alexandre Kishtein, a annoncé que les forces de défense aérienne ont, pendant la nuit, neutralisé et détruit 12 drones ukrainiens qui se dirigeaient précisément vers Kourtchatov, où se trouve la centrale nucléaire. Selon lui, malgré l'impact d'un drone, la centrale a continué de fonctionner sans conséquence pour l'environnement ou la population. Je tiens également à souligner ici que la centrale nucléaire de Koursk 2 est en cours de construction pour remplacer l'actuelle centrale nucléaire de Koursk. La décision de sa construction a été prise en 2013. La construction du premier bloc énergétique a commencé en 2018, celle du deuxième en 2019. En avril 2026, Rosatom a mis en exploitation industrielle le bloc énergétique numéro 1 d'une puissance de 1253 MWh. L'achèvement complet de la construction des 4 blocs énergétiques de cette centrale est prévu pour 2035. Et maintenant, le Kremlin a décidé d'utiliser un menace d'une catastrophe nucléaire contre les immeubles résidentiels en Ukraine, pas seulement à Kiev, mais aussi à la centrale nucléaire de POS. Sont attaqués Soumy, la région de Soumy, la région de Kharkiv, tout le sud de l'Ukraine, la région d'Odessa, la région de Zaporijia. En fait, de très nombreuses régions subissent ces attaques, oui. Toujours la centrale nucléaire de POS, le Kremlin, la centrale de POS. Le Kremlin a décidé d'instrumentaliser à nouveau la centrale nucléaire de POS. La région d'Odessa, la région de Zaporijia, en fait, de très nombreuses régions subissent ces attaques. Kiev était frappée par des missiles balistiques, c'est quand même la capitale de l'Ukraine.
Mais il ne faut pas oublier que chaque jour, les Russes frappent avec des bombes aériennes et les mêmes missiles balistiques toutes les villes frontalières et proches du front en Ukraine. C'est pourquoi il est évident que c'est précisément ce sujet qui devait être discuté et qui sera discuté lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais les Russes, je vous le prédis carrément, ils vont dire lors de cette réunion que ce n'est encore rien. Que les Ukrainiens frappent une centrale nucléaire, et même 3 à la fois, dans les régions de Koursk, de Leningrad et de Smolensk. Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Il est clair que Poutine n'agit pas sans raison. De plus, au-delà du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un autre sujet à considérer. On sait que dès demain, à Ankara, lors du sommet de l'OTAN, une rencontre aura lieu entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Cette rencontre a été confirmée par la représentante de la Maison-Blanche, Anna Q. Selon la Maison-Blanche, Trump souhaite mettre fin rapidement à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le président des États-Unis discutera avec Zelensky au sommet de l'OTAN des moyens de mettre fin à la guerre. Trump, en fait, a besoin d'une sorte de victoire après l'échec avec l'Iran, car les élections au Congrès approchent à grands pas. Et il est évident qu'il faut présenter quelque chose comme la victoire du pacificateur Donald Trump. Parce qu'il n'est pas du tout certain que cet accord temporaire entre les États-Unis et l'Iran devienne permanent d'ici les élections. Ce n'est vraiment pas certain, mais il faut quand même une victoire à mettre en avant. Et donc un responsable de la Maison-Blanche a ajouté lors d'une conversation avec Reuters qu'après les négociations à Ankara avec Zelensky, Trump devrait contacter le dictateur russe Vladimir Poutine. Et là, une question se pose. Avec quel état d'esprit Trump aborde-t-il ces négociations ? Je rappelle qu'auparavant, le 4 juillet précisément, Trump avait déjà parlé avec Vladimir Poutine au téléphone. Et il est important de noter qu'après cela, après la conversation, l'assistant de Vladimir Poutine, Yuri Utchakov, a déclaré que Poutine, je cite, a décrit à Donald Trump la situation réelle sur le champ de bataille, où les combattants russes avancent sur toute la ligne de contact. Donc il est maintenant clair pourquoi Poutine a inventé cette fausse prise de Konstantinovka précisément en ce moment. Précisément pour cette date, afin de montrer à Trump, regarde, oui, nous prenons le territoire ukrainien comme ça, nous prenons simplement ville après ville. Donc, fais juste pression sur ce Zelensky, qu'il se rende parce que de toute façon, on va gagner, soi-disant. Je cite toujours Utchakov. Poutine et Trump ont discuté de la question ukrainienne, notamment en lien avec la participation prévue du président américain au sommet de l'OTAN. Poutine a souligné la préférence pour un règlement politico-diplomatique en Ukraine, mais en tenant compte des approches de principe de la Russie. Mais apparemment, les paroles de Vladimir Poutine sur la prétendue supériorité de la Fédération de Russie sur le front, sur les victoires des forces armées russes, n'ont pas convaincu Donald Trump. Trump apparemment n'y a pas vraiment cru. Et Vladimir Poutine subit des pressions, et le processus de fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine avance beaucoup plus vite que ce que les gens pensent. C'était une déclaration de Donald Trump, faite littéralement quelques heures avant l'enregistrement de cet épisode. Et selon le président américain, malgré la poursuite des frappes contre les Ukrainiens, la partie russe chercherait soi-disant des moyens de mettre fin aux hostilités. Je vais maintenant citer Trump. Je pense que Poutine subit quand même une certaine pression. Il veut mettre fin à cela. L'Ukraine le veut aussi. Et nous menons des négociations. Nous verrons si nous pouvons y parvenir. C'est une situation terrible, mais je pense que cette situation est beaucoup plus proche de sa fin que les gens ne l'imaginent, et le président Poutine veut que cela se termine. Et le président Zelensky veut vraiment que cela se termine dès maintenant. Nous allons nous adresser à l'OTAN et nous allons en discuter. Trump a aussi déclaré avoir eu un appel très réussi et estime que les parties sont proches d'un règlement définitif. Et justement, demain à Ankara, Trump aura des négociations avec Zelensky, puis Trump appellera Vladimir Poutine. Il est important que tout se déroule dans cet ordre. Et il est important de noter que Trump a enfin reconnu que la pression des forces de défense ukrainiennes fonctionne bel et bien, et que Poutine se retrouve réellement sous pression. Et c'est là que les correspondants de guerre russes se sont tous déchaînés d'un seul coup et se sont précipités pour appliquer la nouvelle directive du Kremlin. Vladimir Poutine semble vouloir montrer qu'il est prêt à augmenter les enjeux et à intensifier la guerre, une tactique classique d'intimidation. Il s'agit d'une nouvelle vague de mobilisation en Russie.
Les chaînes Z russes pro-guerre ont commencé ces derniers jours à écrire activement sur une possible nouvelle mobilisation, à laquelle, selon ses correspondants de guerre, le Kremlin pourrait procéder immédiatement après les élections à la Douma d'État en septembre. Pour renverser la situation sur le front et répondre à l'Ukraine après une série record d'attaques de drones. Le blogueur militaire de la Fédération de Russie, Vladimir Romanov, a même déclaré aujourd'hui que le Kremlin se préparait à mobiliser 1 200 000 soldats. Eh bien, je ne sais pas à quel point c'est réaliste. Et ensuite, la chaîne pro-guerre fantôme de la Novorossia écrit que la mobilisation n'est pas une question de si, mais de quand, et relie cette perspective à la dynamique défavorable des combats. Et ensuite, les propagandistes écrivent, je cite, « Miser sur le recrutement volontaire par contrat ne répond objectivement pas aux besoins du front pour toute une série de raisons, du rapport des pertes au besoin de maintenir plus de personnel que ce qui est disponible. » Eh bien, je noterai ici que, selon l'Institut des études internationales, au cours du premier semestre de l'année, le recrutement pour la guerre apportait à l'armée 27 000 personnes chaque mois, alors que les pertes russes sur le front atteignent déjà 34 000 personnes par mois. Autrement dit, la Russie recrute moins qu'elle ne perd. Une autre chaîne appelée Journal du renseignement affirme que le Kremlin a mené des négociations avec les dirigeants des pays voisins, y compris le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, afin d'empêcher une fuite massive des conscrits, comme cela s'est produit lors de la mobilisation en 2022. Officiellement, les frontières resteront ouvertes sur le papier, mais il deviendra de facto impossible de quitter la Russie en raison de certains problèmes techniques, du renforcement des contrôles et d'autres mesures officieuses dans les États voisins. Mais par exemple, le fondateur de Conflict Intelligence Team, Ruslan Leviev, doute que Vladimir Poutine annonce réellement une mobilisation à grande échelle, car cela nécessiterait d'importantes ressources financières pour former de nouvelles unités, ainsi que pour les équiper, les entraîner, et ainsi de suite. De plus, selon Leviev, une telle mesure ne conduirait fondamentalement pas, comme il l'a dit, à un dégel de la ligne de front, qui n'a pratiquement pas bougé depuis déjà 2 ans. C'est pourquoi les experts admettent qu'une nouvelle vague de rumeurs sur la mobilisation en Russie pourrait être un signal adressé à l'Europe, indiquant que Vladimir Poutine serait soi-disant prêt à intensifier réellement la guerre et à attaquer les pays de l'OTAN si ceux-ci ne s'escopent pas leur soutien à l'Ukraine. De tels signaux sont d'autant plus pertinents à l'approche du sommet de l'OTAN. Et ici, je rappelle que Vladimir Poutine avait auparavant publiquement ordonné à ses services d'établir des listes de pays impliqués dans la guerre en Ukraine afin que, dans le futur, comme il l'a dit, des décisions responsables puissent être prises. Et cela, évidemment, constitue aussi une menace pour l'Europe et un avertissement visant à réduire l'aide à l'Ukraine. D'autant plus que, la veille, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il ne s'agissait plus d'une opération militaire spéciale, mais bien d'une véritable guerre. Et cette guerre aurait commencé, soi-disant, à partir du moment où l'Europe n'a pas fermé les yeux sur l'agression sauvage de la Russie contre l'Ukraine, mais a aidé l'Ukraine à se défendre. Peskov affirme que la guerre a débuté quand ils ont aidé l'Ukraine. Avant, c'était une opération militaire spéciale où la Russie comptait prendre Kiev en 3 jours. Il est également important de noter que l'Europe réagit. Elle réagit déjà de manière assez rapide à de telles provocations de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la Finlande, l'Allemagne, le Danemark, la Lituanie et la Norvège ont annoncé qu'elles commenceraient dans les prochains jours à recevoir le système de minage maritime Blocker du fabricant finlandais d'explosifs Forset. Les livraisons sont estimées à des centaines de millions d'euros. Les forces de défense finlandaises ont déjà signé avec Forset un accord-cadre pour la livraison des systèmes à ces 5 pays de l'OTAN. Et voici l'objectif de cette coopération, je cite, « renforcer la défense maritime des alliés ». Les mines marines peuvent être utilisées dans les eaux de la mer Baltique, où les ports servent de nœuds clés pour la mobilité des troupes et la livraison de marchandises en temps de crise militaire. Pour expliquer très simplement, on veut aussi se protéger des Russes en mer, simplement en installant d'immenses champs de mines pour bloquer leurs navires. Et c'est une excellente nouvelle, car il faut isoler les Russes partout où cela est possible. Idéalement, il faudrait ériger un immense mur en béton, s'isoler complètement et ne même pas voir ce qui se passe dans ces marécages, qu'ils se dévorent entre eux là-bas. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo.
Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.